Eh bien, bonjour à tous. Je sais qu'il est dimanche après-midi à 15 h, donc ça va être peut-être un peu dur, mais voilà. Donc, je vais vous présenter du coup un sujet autour de PostgreSQL et du coup de la réplication logique notamment. Hop, pardon, excusez-moi. J'ai mon petit Google. Tac. Et voilà. Bonjour, bonjour. Alors, donc pour ceux qui sont présents, est-ce que tout le monde connaît PostgreSQL ou pas du tout? Un petit peu, oui. Bon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, je vais juste présenter rapidement le projet et puis après on passera dans le vif du sujet du coup. Alors, donc à l'origine, ça a été initié comme un projet universitaire, donc par Michael Stonebraker entre autres. Et donc c'est un projet qui s'appelait Ingress. Et donc quand Michael a repris le projet, donc il l'a renommé comme PostIngress, donc suite à un autre projet du coup. Donc il dispose d'une licence PostgreSQL qui est du type BSD, enfin tout ce qu'on peut trouver actuellement, licence libre, donc on peut reprendre le code source, le réutiliser à sa convenance. Et donc c'est un projet communautaire et donc qui est porté par le PJDG. Donc PJDG c'est le Postgres Global Development Group. Donc entre autres il a pour but de maintenir tout ce qui est repository pour tous les OS, donc que ce soit Debian, Ubuntu, enfin tout un tas d'OS. Et puis de chapeauter un peu la communauté autour de Postgres. Et on verra après quels sont les committeurs. Donc c'est un monde un petit peu restreint. Postgres, il y a le core, et puis après il y a tous les contributeurs autour, puis après il y a tout l'écosystème autour de Postgres, mais à la base il y a très peu de committeurs, de core committeurs. Ouais. En termes de versions, alors on a les versions majeures sont maintenues pendant 5 ans, et les mineurs c'est tous les trimestres. Donc tous les trimestres vous avez une release de mineurs, donc qui ne demandent pas qui ne demandent pas de coupure de service par rapport aux majeurs qui demandent de faire une mise à jour un peu plus conséquente avec un PG Upgrade. Donc c'est un outil qui permet de faire la mise à jour de Postgres. Pour les mineurs, c'est pas le cas, il y a juste à installer les binaires et normalement tout se passe sans souci, sauf par exemple la dernière release qui était la 17.1, où ils ont introduit une régression dans l'API, en fait le contrat d'interface avec les extensions. Et donc la semaine prochaine, il y a un correctif qui va être sorti pour justement corriger un problème qui était sorti dans une mineure, la 17.1. Donc qui est sorti le 14 octobre, et donc novembre, pardon. Et donc la semaine prochaine, le 21, on aura un correctif du coup sur une de ces petites mineures. Et donc actuellement on en a 5, donc de la 17 à la 13, et la 12 a été dépréciée courant du mois de fin octobre du coup. Voilà. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens, des clients qui ont des versions beaucoup plus anciennes que la 12, notamment des 8, des 9, bon ça c'est un autre sujet, mais voilà. Sachez qu'il est mieux de se mettre à jour, de garder une version majeure à jour aussi, parce que vous ne bénéficiez pas que de la sécurité, mais vous bénéficiez des mises à jour de performance, enfin, des nouvelles fonctionnalités. Mais voilà, c'est vraiment un plus de se mettre à jour. Ouais. Et je parlais aussi du coup Ah oui, donc à chaque version mineure, on a ce qu'on appelle un commit fest. Donc un commit fest, c'est un événement dans lequel tout le monde va committer ces petits bouts de code, et puis après on va piocher dans cette liste de travaux, qu'est-ce qu'on va mettre dans les versions mineures. Donc ils sortiront après avoir été testés, enfin qui reprennent le cycle de développement d'un logiciel classique. Et après pour les versionning, voilà, donc on en est à la 17. Donc petit historique, donc on remonte là à, on va dire 96 pour la vraie histoire de PostgreSQL. Donc pourquoi PostgreSQL? C'est parce qu'en fait il s'appelait Postgres et puis on a rajouté SQL au moment où il a pris en charge le support du SQL. Donc c'était la version 6, donc c'était vraiment on va dire la première version comme on connaît aujourd'hui à Postgre. Donc c'était en 96 du coup. Et donc là je vous ai remis quelques jalons, pas de toute l'historique de développement de Postgres parce que voilà, ça serait hors scope. Et donc je vous ai remis ce qui va nous intéresser pour nous, donc c'est la réplication. Et donc en version 9, donc on en est en 2010 déjà, on avait mis en place la réplication physique. Ça on va en parler un petit peu après. En 9.4, donc ça nous amène en 2014 déjà, on avait déjà le décollage logique des walls. Ça je vais en parler aussi un petit peu après, ce que c'est que les walls et pourquoi on en a besoin. Et après, donc la réplication logique nativement supportée par Postgres, c'était en version 10, donc ça nous amène en 2017 du coup. Donc voilà, et on est en 2024, donc voilà, ça a quelques années déjà.
Et donc ça s'est au fur et à mesure étoffé de nouvelles fonctionnalités, de performance, notamment du parallélisme et des choses de ce style. En version 13, on a pris en charge les réplications des tables partitionnées aussi. Puis après, vous voyez, à chaque version majeure, on a rajouté ce qu'on peut appeler des fonctionnalités d'administration, donc avec de nouvelles vues sur des statistiques. Par exemple, la première, en 14, on avait la pgstat replication slots. Puis en 15, on a rajouté la pgstat subscription stats, qui permet d'avoir des statistiques sur des erreurs. Et après, on a rajouté le décollage logique depuis un serveur standby en version 16. Voilà. Donc, je n'aurai pas le temps de détailler tout, mais voilà, c'est les gros jalons de cette feature que je vous présenterai, donc la réplication logique du coup. Les fonctionnalités qu'on attribue à Postgres et pourquoi tout le monde aime Postgres, c'est notamment son principe de MVCC, donc c'est pour la Multi-Versioning Concurrency Control. Donc c'est ce qui fait que Postgre maintient sa cohérence en fait dans les lignes. Le principe ACID, donc ça il est compliant avec ACID, il respecte les 4 principes, donc atomicité, cohérence, isolation et durability. Parce qu'en fait quand on commit une transaction c'est tout ou rien, donc c'est le principe A, du coup, atomicité, cohérence, on est cohérent dans les données, avec des clés étrangères ou autres principes de schéma de base de données. Le I, c'est isolation. Alors Postgres, lui, il propose, si je ne dis pas de bêtises, 3 niveaux d'isolation. Et puis durabilité, une fois que c'est commité, les données sont en sécurité et on a ça. Il est très attaché au respect du standard SQL, parce que le standard SQL, on peut ne pas le penser, mais il évolue en fait. Au fur et à mesure des années, ça évolue. Et donc Postgre, je crois que c'est un des moteur de base de données qui respecte le plus le standard. Et donc ça c'est un de ses principes aussi. Personnalisable, c'est ce qu'en fait on peut du coup rajouter des types de données, on peut rajouter des fonctions, on peut rajouter des opérateurs aussi. Enfin voilà, on peut étendre le moteur de Postgre avec assez facilité parce qu'il y a des principes dans le cœur de Postgre qui permettent de se rajouter des choses personnalisées. Et on a de nombreuses API clientes, donc on peut attaquer Postgre avec de nombreux langages. Extensibilité, ça on va en parler aussi. C'est le principe de pouvoir rajouter des extensions, parce que nativement Postgre ne correspond pas à toutes les fonctionnalités, donc des contributeurs ont rajouté des extensions. Et donc on a juste à faire un create extension. Enfin, au préalable, on rajoute les binaires si besoin, un create extension, et puis on a du coup une nouvelle extension qui va apporter des choses en plus, notamment la plus grosse que je peux citer, c'est PostGIS. PostGIS qui est la cartouche spatiale. Vous avez aussi la conf que je présente après qui est pgvector aussi, qui permet de transformer Postgre en une base de données vectorielle du coup. Donc ça, c'est tous des principes d'extension en fait, qu'on rajoute facilement à Postgres. Et puis après, vous avez la feature matrix. Pour ça, vous irez sur le site. C'est le principe de savoir quelle fonctionnalité a été apportée à quelle version. Voilà. Alors pour la réplication, donc pour ça, il faut que je vous parle des 2 types de réplication que propose Postgre. Donc déjà, pourquoi on réplique? On partage des informations entre instances, éloignées ou pas, qui permettent de garantir du coup la sécurité des données, mais aussi la disponibilité. On peut du coup répartir les données dans plusieurs sites. Et ensuite, la scalability, c'est le fait d'avoir la possibilité de décharger le serveur primaire et de faire des lectures sur un serveur secondaire. En fait. On verra après du coup. Parce que quand on prend un primaire, en fait, il va recevoir les écritures et les lectures, mais on peut demander à ce que ce soit un réplica qui prenne en charge des lectures pour décharger justement le primaire de ce travail-ci. Donc ça, c'est pourquoi. Ensuite, les différents types. Donc j'ai dit, il y a 2 types de réplication natives chez Postgre, donc la réplication physique et la réplication logique. Donc la réplication physique, elle se base sur un transfert de données binaires, c'est pour ça qu'on appelle ça physique. Et alors que la réplication logique, elle va se baser sur des objets, plutôt, un niveau un peu plus élevé que le binaire. Et après, on a les principes de symétrie. Donc une réplication peut être symétrique ou asymétrique.
et asynchrone ou synchrone. Et Postgre nativement ne prend que les réplications asymétriques. Et par contre, on peut faire de l'asynchrone ou du synchrone. Voilà pour les types de réplications disponibles. Voilà, donc un petit laïus sur la réplication physique. Donc, comme je vous disais, en fait, on va se baser sur les fichiers de données. Voilà, ici. Donc, ça va être des blocs de données qu'on va échanger à travers un protocole qui est propre à Postgre via TCP. Et on a besoin pour ça d'avoir une sauvegarde au préalable qu'on va restaurer. Donc ça sera notre copie initiale des données. Et ensuite, on va du coup envoyer ces fichiers WAL. Ah oui, je vais revenir sur les fichiers WAL. Et ah oui, donc les fichiers WAL, c'est l'acronyme de Write Ahead Log. Donc c'est tout ce qui est fichier d'écriture, enfin le historique de toutes les transactions qui se sont passées depuis le démarrage de l'instance. Et en gros, ça sert à Postgre, en cas de crash, de revenir à un point initial de son historique de transactions. Et donc c'est ce qui est transmis en fait dans la réplication. Donc on transmet des fichiers WAL. Et de l'autre côté, donc on a une restauration continue de ces fichiers depuis le primaire. Et donc on a, comme je disais, deux types de synchronicité, asynchrone ou synchrone. Et j'avais mon collègue Jean-Christophe qui a présenté ce matin une conf sur la haute disponibilité avec Patroni. Donc il vous a un peu montré ce que c'était que l'asynchrone et synchrone. En gros, quand on a réplication asynchrone, on a du coup un primaire et un secondaire. Et donc ils vont se transmettre les transactions, enfin les données, pardon. Et en asynchrone, on n'est pas obligé d'attendre la validation des transactions côté secondaire. Alors qu'en synchrone, on demande à ce que le secondaire nous valide les transactions pour que le primaire puisse valider aussi ces transactions. Donc ça va demander un petit peu plus de travail dans le côté synchrone. Et donc on a plusieurs typologies qui ont été mises en place sur Postgre. Donc on a le warm standby. Donc lui, il va juste rejouer les fichiers en continu, les fichiers WAL. Donc il reçoit les fichiers, il les restaure sur son instance. Mais on ne peut pas faire de lecture dessus. Donc lui, il est juste là en cas de pépin. Le hot standby, c'est la version améliorée du warm standby qui est qu'on va pouvoir restaurer les fichiers et faire de la lecture dessus. Donc du coup, c'est une instance qui permet de faire de la lecture et qui est beaucoup plus avantageuse que le warm standby. Et le dernier point, c'est le streaming. Donc au lieu d'envoyer des fichiers complets, parce qu'en fait, Postgre stocke des fichiers WAL de 16 mégaoctets. Et donc, dans les deux premiers, en fait, on a besoin d'envoyer des fichiers complets. Donc on attend que chaque fichier soit complet et écrit. Alors que le streaming, on va envoyer des blocs de ces fichiers-là. Donc du coup, on n'attend plus l'écriture d'un fichier complet, on attend juste des blocs au fil de l'eau, quoi. Donc la réplication par flux. Ça aussi, c'est pour du coup améliorer un peu les performances de la réplication du coup. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est la réplication logique. Donc là, la réplication logique, on se base plus sur les fichiers de données, on se place sur les transactions. Et on se base aussi au niveau d'une table. Ah, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en réplication physique, on réplique tout le cluster de Postgre, en fait. On réplique l'instance, en fait, avec toutes ces bases dedans. Alors que là, en réplication logique, on va pouvoir répliquer une table particulière d'une base de données. On n'est plus obligé de se répliquer tout le cluster, du coup. C'est un des points forts de la réplication logique, c'est ça, c'est qu'on a un niveau de granularité beaucoup plus fin, du coup. Et donc, comme je disais, c'est au niveau de la transaction. Et donc on se base sur un modèle de publication, souscription. Dans les docs, vous verrez plutôt des fois éditeur, abonné, enfin voilà, ça dépend de la littérature. Donc on a je vais dire une publication d'un côté, et vous avez des souscripteurs qui peuvent s'abonner à ces publications-là du coup. Et une souscription peut s'abonner à plusieurs publications aussi. Vous avez dans les deux sens. Et le principe fondamental, c'est le décodage logique des WAL. Donc comme je disais, les WAL, c'est tout ce qui est transaction reçu par Postgre. Donc il écrit ça dans des fichiers binaires. Et donc pour les lire, il vous faut un outil qui s'appelle pgwaldump pour pouvoir les décoder par vous-même si vous voulez voir ce qu'il y a dedans. Mais donc la réplication logique met en place cet décodage logique. Et ensuite, on a du coup l'insynchronicité ou la synchronicité pour cette réplication également. Et on peut gérer ça à travers des commandes SQL du coup. Alors que la réplication physique, c'est plus de la configuration sur les instances. La réplication logique se fait plus avec des commandes SQL. Donc typiquement des create, des alter et autres commandes un peu connues.
Et donc dans le décollage juste logique, en fait, ce qu'on décode, c'est pas c'est pas les requêtes, mais c'est les résultats des ordres SQL en fait qui sont décodés. Et en comparaison, du coup, je vous ai mis un récap entre ce que propose la réplication physique et la réplication logique. Donc en termes de terminologie, pardon, on a d'un côté un primaire et un standby ou un réplica, alors qu'en réplication logique, on appellera ça plutôt une publication et une souscription. En termes de données échangées entre les deux réplications, vous avez d'un côté les fichiers WAL, comme je vous ai dit, les fameux fichiers de 16 mégaoctets, et de l'autre côté, on a plutôt des messages de réplication. Et les messages de réplication respectent un protocole qui est le Logical Streaming Decoding Protocol. Et donc, je vous laisserai les dans la doc parce que c'est aussi un peu conséquent à expliquer. Et en termes d'état initial, vous avez du coup besoin en réplication logique d'une sauvegarde que vous aurez restaurée au préalable. Alors qu'en réplication logique, vous n'avez pas cette étape. Tout se fait automatiquement à la création des publications. On va le voir aussi. Et il y a quand même une étape de synchronisation de données, mais ce n'est pas à vous de le faire, c'est géré automatiquement, nativement. En termes de restauration, comme je vous disais, d'un côté vous avez tout le cluster. Donc, le terme cluster, c'est une instance avec X bases de données, ouais. Pas comme en réseau. Et alors que la réplication logique, c'est une base de données. On cible une base. En termes de type d'opération admise, côté réplication physique, on fait que de la lecture. Alors que la réplication logique, on fera de lecture-écriture. Et en termes d'OS, là, il faut qu'en réplication physique, vous ayez le même OS de chaque côté et les mêmes versions majeures de PostgreSQL. Donc c'est un peu contraignant. Et surtout que nous, du côté réplication logique, là, on peut avoir des OS différents et des versions majeures différentes. Et c'est notamment un des cas d'usage de la réplication logique, c'est de pouvoir faire des mises à jour de versions majeures à chaud. En fait, sans coupure, pratiquement sans coupure. Voilà. Il y avait la société, je crois que c'était le Bon Coin ou GitLab qui faisait une conf il y a quelques temps sur leur migration. En fait, ils parlaient beaucoup de ça, de la réplication logique. Ouais. Et comment ils l'ont utilisé pour faire du coup de la migration. Du coup, comme je vous disais, un des gros points forts de la réplication logique, c'est de faire de la migration de version majeure. Donc en gros, vous avez par exemple une version 12, que vous voulez migrer vers une version 16 ou 17. Eh bien, vous allez pouvoir la faire directement. En fait, vous créez du coup d'un côté une publication qui vient s'abonner à la version 12. Vous allez pouvoir du coup migrer vos données sur la version 16 sans couper la version 12. Donc cette instance est toujours en train de tourner. Et une fois que vous êtes sûr de votre import de données côté 16, en fait, vous la mettez juste en route, enfin, vous pointez vos applications sur la version 16 et votre migration en fait, est faite sans avoir coupé la version 12. Alors que dans le cas de la réplication physique, vous avez besoin d'un temps d'arrêt, aussi minime soit-il, mais vous aurez quand même un temps d'arrêt dessus, quoi. Aussi, réplication entre plateformes différentes. Donc là, comme vous le disiez, on peut avoir des environnements différents. Donc ça permet de s'affranchir de ces contraintes, parce qu'en application physique, on se base sur les données pures, donc les OS hétérogènes, ça ne marchera pas. On a aussi accès à un ensemble de données pour un groupe ou utilisateur particulier. Donc on peut donner accès des données dans une base avec un schéma et à un groupe restreint d'utilisateurs. On peut faire de l'auditing aussi, ça peut servir à ça. Il y a d'autres solutions, mais ça peut en être. Et on peut suivre incrémentalement les changements sur une base de données. Ça, vous avez pas mal d'outils qu'on appelle le CDC, le Change Data Capture, qui permet comme Debezium ou autre. Je crois qu'il y en a. C'est assez gros. Vous avez pas mal d'outils qui se basent sur ça, le CDC, donc qui permettent de suivre du coup les changements de votre base au fil de l'eau. Et puis c'est tout. Et puis après, on peut partager du coup un sous-ensemble d'une base vers une ou plusieurs bases. Donc c'est-à-dire que vous avez une base et vous allez pouvoir alimenter plusieurs petites bases à côté, à partir de la première base. Voilà, vous avez. C'est pas que ça comme cas d'usage, mais c'est un résumé, ouais. Merci. Ah oui. Donc là, je vous ai repris l'architecture globale. À quoi ça correspondait. Pardon. Donc là, vous avez votre nœud de publication. Donc ça, c'est le primaire, on va dire. Donc là-dessus, et de l'autre côté, vous avez son souscripteur, donc qui vient s'abonner à la souscription ici. Imaginons que vous avez une base ici sur laquelle vous avez 3 tables que vous voulez publier. Vous avez ici
les walls, donc les fameux fichiers wall. Et vous avez ici ce qu'on appelle le slot de réplication. Donc ça, c'est un objet qui va permettre de conserver tous les fichiers wall dont a besoin votre abonné. Vous avez aussi des process qui vont être spawnés par le postmaster de PostgreSQL. Donc là, vous avez un process qui s'appelle le wall sender. Il va se charger de pousser les messages. Auparavant, il aura pris le soin de les décoder ici. Donc vous avez les fichiers wall qui sont décodés. Le wall sender, lui, va les pousser vers tous les souscriptions. Donc il peut y en avoir X ici. De l'autre côté, vous avez le même principe avec votre base cible. Ah oui, il faudra quand même créer vos tables parce qu'en fait, un des inconvénients de la réplication logique, c'est qu'il ne peut pas faire de réplication du schéma et des tables en fait. Il va falloir à vous de créer le schéma et les tables auparavant du coup. C'est une fonctionnalité qu'on attend depuis très longtemps mais qui n'est pas encore à jour du coup. Et donc une fois que vous avez votre schéma ici de ce côté-ci, vous avez un process qui s'appelle le Logical Replication Launcher. Pardon. Hop. Qui lui se charge de spawner d'autres process. Ici, c'est un apply worker. Donc lui, il va juste récupérer les messages. Il va pour chaque table, au préalable, l'étape initiale, c'est de synchroniser les données. Donc vous avez des table sync workers. Donc c'est des petits process qui vont, pour chaque table, venir initialiser les données en table. Et une fois que cette phase d'initialisation est faite, vous avez du coup l'apply worker, qui vient régulièrement récupérer les messages de changements qui pourraient survenir sur les tables, donc que ce soit une insertion, une mise à jour, donc un update ou des suppressions. Donc ça, c'est le schéma un peu simplifié du process de réplication logique. En termes de configuration, c'est assez simple. En fait, on vient dans le fichier Postgre principal, donc postgresql.conf. On vient déclarer déjà le wall level. En fait, c'est la verbosité de vos fichiers wall. Donc, il faut par défaut que c'est en réplica. Nous, il va falloir le mettre en logical. Et puis après, vous avez tout un tas de paramètres à mettre à jour. Par défaut, c'est des valeurs qui sont affichées ici, notamment combien de process wall senders vous voulez. Sachant que ces process sont partagés entre la réplication physique et la réplication logique. Donc si vous avez des réplications déjà sur vos instances, il va falloir les prendre en compte pour avoir assez de process pour les deux types de réplication, les instances aussi. Et vous avez le même type de paramètres pour la souscription. Voilà, donc on a aussi un rôle à créer, un peu en termes de sécurité. Donc vous créez un rôle qui aura entre autres le Grant Replication. Et vous lui donnez du coup le droit de lecture à toutes les tables que vous voulez répliquer. Ensuite, vous avez le fichier de filtrage, donc le pghba.conf. Vous allez pouvoir du coup ouvrir la réplication à l'utilisateur replication, qu'on aura créé juste avant. Puis, comment créer une publication? Vous allez voir, c'est juste créer publication avec ici comme choix vos tables. Donc là, on peut passer pour une liste de tables. Vous pouvez aussi passer pour for all tables, pour toutes les tables de la base de données ou pour tout le schéma de données. Oui, merci. Je suis un peu en retard du coup. Et on peut aussi modifier les paramètres de la publication. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Ça, c'est les types de tables. C'est une table, un groupe de tables ou un schéma. Et aussi, on peut dire quel type de requête vous voulez répliquer. Donc ça peut être... Par défaut, il prend tout, mais on peut spécifier qu'on veut que des inserts, on veut que des mises à jour, on veut que des truncates aussi, il prend en compte ça. Mais sinon, par défaut, il vous prend toutes les opérations SQL. On peut aussi donner que des colonnes, quelques tables d'une colonne. On peut aussi donner que des lignes d'une colonne avec une clause where. Donc voilà, si vous voulez vraiment affiner votre granularité, vous pouvez aller jusqu'à la ligne, du coup. On ne peut pas en réplication physique, ça c'est impossible, du coup. Côté souscription, c'est la même chose, donc on va rajouter du coup la chaîne de connexion ici, qui reprend la chaîne de connexion qu'on a dans l'IPQ et qui est du coup notre connexion en TCP vers la publication. Et on a aussi ici dans le with tout un tas de paramètres. Je ne les ai pas tous mis, mais par exemple celui-ci, ça vous permet de stopper la souscription quand il y a une erreur par exemple de contrainte d'unicité. Et donc au lieu de reboucler sur la synchronisation, en fait il va s'arrêter, il va vous demander de corriger les erreurs de cohérence et puis après vous pouvez le relancer. Et donc une souscription peut être abonnée à une ou plusieurs publications. On peut cascader les applications, c'est-à-dire qu'une souscription peut être aussi une publication vers une autre table. Donc on peut faire des schémas un peu fous, mais voilà, ça arrive. Mais par contre, il va falloir gérer les conflits qui peuvent survenir sur les données.
Et donc on a un slot de réplication par souscription. Donc le fameux slot, c'est juste un objet qui conserve les walls depuis l'origine de la réplication pour que le primaire ne supprime pas ces fichiers tant que le souscripteur en a besoin. Ça aussi, c'est un point de vigilance, c'est que si vous gardez ad vitam aeternam les fichiers wall, parce que vous avez une publication qui publie vers un souscripteur, et que celui-ci attend les fichiers qu'à un moment donné il meurt, ben en fait il va conserver ces fichiers wall pour rien. Donc il va falloir aussi mettre une alerte sur la taille des fichiers wall qui pourraient grossir parce que vous avez un souci de réplication du coup. Et donc vous avez des vues, donc ça c'est chouette sur Postgre, vous avez tout un tas de vues qui permettent d'avoir des statistiques sur ce qui se passe. Donc là vous avez puis les stats réplication, c'est le statut des réplications. Donc là vous avez tout ce qui est les fichiers écrits, les lags aussi. Est-ce que vous êtes en retard ou pas par rapport au primaire? Vous avez la même chose pour les réplications de slots. Et vous avez aussi pour les... Ça, c'est le nombre de fichiers en octets aussi que vous pouvez avoir. Le nombre de transactions transmises aussi. Et côté souscription, vous avez la même chose. Voilà, vous retrouvez un peu les mêmes chiffres. Pareil, le dernier message envoyé, à quelle date. Et voilà. Donc ça permet de monitorer du coup ce qui se passe en réplication. Les restrictions, pardon, c'est fini. Je peux faire vite, oui. Du coup, voilà, on ne peut pas répliquer les schémas et les commandes de création de table. Donc il faut après avoir un schéma et des tables présentes. On ne réplique pas encore les séquences aussi non plus. Ça, c'est pas pris en compte. C'est que sur des tables et des tables partitionnées, mais pas sur des vues, pas sur des vues matérialisées. Et les tables, tout ce qui est table externe, table temporaire, ça ne marche pas non plus encore. Pas sur les large objects, ça c'est un principe de Postgre. Et pareil, il faut faire attention sur les clés primaires. On a le principe de réplica identity sur les tables, c'est-à-dire qu'on pourra pouvoir dire dans les fichiers wall qu'est-ce qu'on a besoin comme information quand on fait de l'update ou du delete. Et donc il faut faire attention, avoir soit des bonnes clés primaires, soit faire appel au réplica identity full, qui est un paramètre aussi qu'on peut mettre en place, mais il faut avoir des bons index, donc des index dans le cas B-tree, mais ça c'est hors présentation. Et puis en termes de nouveautés dans la 17, donc celle de cette année-là, on a la possibilité quand on fait un page upgrade, de migrer les slots. Ça, ce n'était pas le cas avant. On a le petit outil qui s'appelle PG Create Subscriber qui permet de créer depuis un réplica physique un réplica logique. Donc ça, c'est aussi chouette. Et le failover aussi, pareil, c'était quelque chose qui était très attendu et qui est maintenant disponible en 17. C'est que quand vous êtes sur un primaire avec un slot de réplication, si vous basculez votre primaire, en fait, les slots de réplication sont perdus. Et donc votre réplication ne marche plus, la logique. Et du coup, avec ça, on dit au standby de conserver de recréer les slots pour être à jour du coup par rapport à vos souscripteurs du coup. Et puis j'avais un petit laïus sur Patroni pour ceux qui étaient là ce matin aussi, pareil. Patroni en fait c'est le framework de gestion des clusters pour la haute dispo. Vous avez l'option de pouvoir créer des slots de réplication physique et vous allez pouvoir aussi du coup, hop, je fais vite. Ici, lui dire dans Patroni le wall level par logical et juste ici de pouvoir créer des slots en utilisant le petit paramètre useSlots@true et déclarer votre réplication logique ici. Et comme ça, en fait, Patroni prend en charge la création des slots qui étaient sur les primaires et sur une bascule, en fait, on récupère tout et on passe ça sur les secondaires qui deviennent des futurs primaires du coup. Donc voilà, c'était ce que je voulais présenter côté Patroni. Et puis on retrouve du coup la supervision avec les vues qu'on avait tout à l'heure. Voilà, j'espère que vous avez des questions ou des remarques.